écoutant ces présentations, on est quand même impressionné par la rapidité finalement de tout ça, puisque, comme Jean-Baptiste le disait, en 2006, on a été un petit peu assommé par le rapport de la FAO. On a découvert des choses que l'on ne soupçonnait pas forcément. Et donc, en gros, un peu plus d'une dizaine d'années plus tard, il y a eu énormément de choses de faites, beaucoup de méthodes développées, beaucoup de données produites. Donc, c'est quand même assez impressionnant, je pense. Et le fait de le présenter comme ça, tout d'un coup, ça a de la gueule, comme on dit. Alors, pour la suite de la discussion, en fait, ce que je propose, c'est qu'on commence par des points peut-être un petit peu plus spécifiques et qu'on élargit progressivement à des questions plus générales. Donc, finalement, on va évoluer vers une discussion un petit peu plus générale. Alors, moi, j'ai repéré une première question qui est un peu transversale aux trois présentations et aux différentes filières. Donc, c'est la question de l'évaluation des aliments, puisque finalement, quand on regarde, en particulier pour certains impacts, et c'est vrai en particulier pour la CV, les modalités d'alimentation, la formulation de l'aliment, finalement, c'est ce qui est peut-être le plus impactant pour l'impact global. Alors, il y a quelques questions, donc j'essaie d'en regrouper 2 ou 3. Il y a des questions concernant l'évolution de Ecoalim. Donc, Ecoalim, comme Sandrine l'a montré, vous l'avez tous rappelé, donc c'est un produit du RMT élevage environnement, donc qui maintenant est disponible dans Agribalis. Et les questions, elles concernent d'une part l'évolution des valeurs utilisées dans Agribalis au regard d'Ecoalim, mais aussi au regard de l'évolution des pratiques de formulation, puisque finalement, les données utilisées dans Agribalis, ça date un petit peu maintenant, et depuis, en particulier, les teneurs en protéines ont beaucoup changé. L'origine des protéines a changé, donc avec une forte baisse de l'utilisation de soja associée à de la déforestation. Donc ça, c'est une première question. La disponibilité d'informations pour les cultures bio, pour aussi approvisionner les évaluations des systèmes biologiques. Aussi une question qui est posée et qui concerne finalement la comparaison entre les valeurs d'Agribalis et les valeurs qu'on trouve dans d'autres bases de données aliments au niveau international, avec parfois des écarts ou des bases de données de firmes qui font des ACV, avec parfois des écarts assez importants pour certaines matières premières. Et donc, si on prend le cas du tourteau de soja, par exemple, on peut avoir des écarts assez importants suivant l'origine des données. Et enfin, une dernière question, finalement, comment on peut évoluer vers la prise en compte de ce qui est fait par chaque éleveur ou alors par chaque système de production dans un premier temps, en termes ou par chaque groupe de production ou chaque label, comment prendre mieux en compte en fait cet impact-là au niveau de l'aliment. Donc finalement, ça rejoint cette question de comment mieux valoriser Agribalis et comment le faire évoluer aussi, en fait. Alors, je ne sais pas qui peut répondre. Je veux bien. Peut-être Sandrine, qui a été quand même la plus impliquée dans la création d'Agribalis. Je veux bien commencer, après les collègues peuvent compléter. D'ailleurs, il y a bien une question que je laisserai pour Ayo sur l'actualisation d'Agribalis. Donc ça, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent. Tous les itinéraires qui sont dans Agribalis datent des années 2005-2009. C'est là-dessus qu'on voulait être représentatif. Et oui, c'est vrai que la question de l'actualisation se pose. J'avoue que j'ai pas d'informations sur ce point-là, sur l'intention de l'ADEME de faire cette actualisation. Mais je comprends que, en tout cas, elle soit attendue du terrain. Sur les cultures bio, alors il y a un projet ACV bio qui s'est terminé il n'y a pas longtemps, dans lequel il y avait des cultures bio qui ont été évaluées. Donc, au niveau d'Ecoalim, on a effectivement demandé si on pouvait récupérer ces données-là pour compléter la base de données en termes d'intrants alimentaires et ne pas avoir que des intrants conventionnels. Sauf que dans le projet ACV Bio, ce sont des cas types qui ont été évalués. Donc, il n'y a pas eu de volonté dans ce projet-là de créer des moyennes nationales. Donc, Ayo pourra aussi compléter, mais à ce stade, je pense que le format des données
biologiques de cultures qui sont dans l'agribalisme ne permettent pas d'envisager une utilisation pour de la formulation d'élevage bio. Enfin, Ayo, tu pourras évidemment, bien entendu, compléter sur ce point, mais c'est ce que j'avais compris des précédents échanges. Donc, par contre, effectivement, je pense que c'est une attente du terrain, hein, parce que, notamment avec Jeep, il y a de plus en plus d'élevages bio qui souhaitent s'impliquer sur ce type d'outils, et forcément, pour leur faire une évaluation spécifique, il faut qu'on ait la capacité d'évaluer aussi la partie alimentaire de ces élevages-là. Sur Agribalise GFLI, alors je peux vous donner les choix qu'on a fait dans la méthode label bas carbone porc. Donc on prévoit de déposer à l'automne. On a travaillé avec des fabricants d'aliments, on leur a demandé quelles étaient toutes les matières premières dont ils avaient besoin dans cette méthode pour pouvoir formuler des aliments en porc aujourd'hui. Donc, il y en a toute une partie qu'on a trouvée dans EcoAlim Agribalise et il y en a toute une autre partie qu'on n'a pas trouvée parce qu'il y a des tourteaux importés de plein de pays différents. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un mix de ces deux bases de données pour, dans la méthode label bas carbone porc, proposer une valeur d'impact pour toutes les matières premières utilisées par les fabricants d'aliments. Cela dit, ce n'est pas très satisfaisant parce qu'on mélange des bases de données. Alors, il y a autre chose qui se passe en parallèle, c'est que l'ADEME et le ministère de l'Environnement ont demandé à la base de données GFLI d'intégrer les données EcoAlim pour les matières premières françaises. Et donc ça satisferait tout le monde parce que ça voudrait dire qu'on aurait bien notre précision d'évaluation française via Agribalise et EcoAlim et qu'on la retrouverait dans une unique base de données GFLI dans laquelle on pourrait trouver aussi des matières premières d'autres pays. Donc ça, je sais que c'est en cours. Je ne sais pas dans quel délai ça va aboutir, mais ce serait en tout cas une issue qui serait plus que satisfaisante. Et sur la question du tourteau de soja, on a eu une réunion aussi au sein d'Agribalise là-dessus pour regarder les différentes valeurs de tourteau de soja dans GFLI, dans EcoAlim, dans EcoInvent et dans World Food Database. Et donc, il y a aussi des discussions qui s'opèrent par l'intermédiaire de l'ADEME, du SNIA et de la coopération agricole. Et ces échanges-là visent à arriver à un consensus d'évaluation sur cette matière première qui est un petit peu au cœur de l'éco-conception alimentaire en élevage. Hein. Donc, et les valeurs, pour l'instant, elles vont du simple au double, voire plus. Hein. Donc, c'est vrai que c'est une question importante et qui est connue et qui est en cours de réflexion. Et je pense qu'on ira vers plus d'homogénéité. Voilà. Et sur la dernière question que tu soulevais, Jean-Yves, sur comment prendre en compte les pratiques d'éleveurs, en tout cas, la méthode label bas carbone porc, et je pense que la méthode Carbone Agri et la future méthode volaille fonctionnera de la même façon, hein. On envisage bien d'être sensible à la formulation des aliments. Donc, ce sont des données qui vont être demandées aux éleveurs, qu'il va évidemment demander à son fabricant d'aliments, hein, parce que pour l'éleveur qui achète, il va falloir qu'il trace une formulation moyenne annuelle, mais le résultat sera bien sensible à la formulation spécifique de ces aliments moyens sur une année. Donc finalement, ça s'oriente vers la démarche qui avait été utilisée pour les références Corpen par rapport au nitrate, où finalement on avait fixé des seuils sur les teneurs en protéines des aliments pour pouvoir bénéficier d'une référence plus basse, quoi. Donc, là, ce ne serait pas sur les protéines, mais ce serait sur l'impact ACV, par exemple. Oui, voilà, l'outil demandera les deux. Il demandera d'une part la formulation de chacun des aliments et il demandera aussi la teneur en protéines de l'aliment qui influera sur l'excrétion avec les valeurs effectivement du RMT 2016 pour tout le calcul de rétention et d'excrétion. Donc on a bien un calcul qui sera sensible à la composition de l'aliment en termes de matières premières et à ses caractéristiques nutritionnelles en termes de protéines qui vont influencer les rejets et les émissions en aval. Voilà, je laisse les collègues compléter. Ayo, tu peux compléter ou ton micro? Oui. Alors, sur l'actualisation d'Agribalise, c'est évident qu'il est temps d'actualiser puisque les données techniques, d'itinéraires techniques et de pratiques zootechniques, etc., ça date de 2005-2009.
Bon, ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans le cadre d'Agribalise, en fait, il y a plein de demandes et une capacité de mise en œuvre quand même limitée, hein. Il y a des demandes notamment sur la prise en compte de choses complémentaires, hein, ce que j'avais présenté dans ma présentation. Le C du sol, bon, c'est considéré comme une priorité et c'est programmé. Les histoires de meilleure prise en compte des impacts des pesticides, la question de l'eau, de la biodiversité. Mais donc, je suis d'accord qu'une base de données qui n'est pas maintenue à jour, elle perd son intérêt. Donc, c'est une des choses, et on le sait. Puis, bon, des collègues qui sont impliqués dans le nouveau GIS, il faut qu'ils portent cette demande. Sur les cultures bio, c'est délicat parce que quand on a fait le projet de création de données sur l'agriculture bio, on n'a pas pu se donner le même objectif que dans la première version d'Agribalise sur les systèmes de production plus généraux, notamment en agriculture conventionnelle, parce que le bio, c'est un secteur beaucoup plus petit, en croissance, mais pour lequel on a moins de données et pas de données statistiques, etc. Donc, par honnêteté intellectuelle et on a décidé de dire qu'on essayait de présenter une partie de la diversité des systèmes de production bio, mais je pense que pour le moment, ce n'est pas suffisamment solide pour l'utiliser pour des données. Les inventaires des cultures conventionnelles sont quand même, bon, on a du blé, etc., des cultures moyenne France. On n'en est pas encore là au niveau des productions bio. Je comprends qu'il y a une demande et je pense que ce serait l'occasion d'avoir un projet là-dessus. Puis un dernier mot sur ces histoires de soja. Le défi là-dessus, c'est que les impacts, les émissions de CO2 associées à la déforestation, on va dire, sont à la fois très importants et très incertains. C'est très important parce que c'est des quantités de C énormes qui sont relarguées quand il y a déforestation dans la biomasse et aussi dans le sol, et très incertain parce qu'on utilise des modèles économiques ou autres pour estimer et pour attribuer la déforestation à telle ou telle culture. Donc, je pense que l'approche esquissée par Sandrine d'essayer de trouver un consensus, c'est la bonne approche parce que, disons, sur le plan scientifique, le débat y restera. Donc là, de nouveau, ce qu'il faut faire, c'est avoir un consensus sur les choix méthodologiques tout en prenant en compte les améliorations, les avancées de la science là-dessus. Voilà ce que je peux dire. Moi, je pense que ça répond bien à 3 ou 4 questions qu'on avait là dans la liste. Alors, je ne sais pas, Patrick ou Daniel, vous en avez identifié? Oui, je voulais également évoquer le fait que pour un certain nombre de questions, les conférenciers ont déjà répondu Oui, par écrit. ouais. Donc, c'est important que l'ensemble des participants puissent regarder dans l'onglet résolu. Sandrine, Ayo, et même Jean-Louis ont évoqué un certain nombre de points. Donc, ça peut déjà éclairer l'ensemble du public. Oui, il y avait une question intéressante de Anne et Monique. On parle donc de comparaison d'impact au niveau des consommateurs. Est-ce qu'il y a eu quelque chose entre un produit avicole ou porcin français versus un produit importé en termes donc d'impact environnemental? C'est vrai aussi pour la production bovine, en fait. La viande, en tout cas. On a fait ces travaux de comparaison des produits importés et notamment sur l'agneau produit en France versus ou sur les îles britanniques versus l'agneau néo-zélandais. Et où en fait, comme la phase d'élevage représente une part importante de l'empreinte carbone finale,
l'agneau néo-zélandais qui arrive avec des très grands cargos arrivait en Europe avec une empreinte carbone plus faible que l'agneau produit sur nos territoires européens, du fait en fait d'une performance technique certainement inférieure aux producteurs néo-zélandais. Et donc, de fait, c'est important effectivement d'avoir ces éléments-là en tête. Mais ça relativise aussi le poids du transport, notamment lorsque l'on parle du soja ou autre, le poids du transport par rapport à la déforestation elle-même ou par rapport au poids du méthane entérique, etc. Voilà. Et donc, ces comparaisons, elles peuvent être faites aussi. On a fait beaucoup de comparaisons au niveau européen entre les différents pays, et où on voit des différences qui sont parfois pas très importantes. Mais c'est là aussi tout l'intérêt de ces méthodologies, qu'elles soient partagées et mutualisées au niveau européen pour parler vraiment un même discours et qu'une empreinte carbone puisse être comparable entre celle qui est… Parce que, oui, on parle des productions au Brésil, par exemple, où les Brésiliens nous annoncent un bœuf neutre en carbone. Sauf que l'analyse environnementale et la méthodologie qui est utilisée n'est absolument pas complète. Et donc, c'est important, c'est pour cela c'est important d'avoir ces méthodologies autour d'un cadre commun et que l'ensemble des acteurs s'accordent sur ce cadre commun. Alors, je pense qu'au niveau européen, on avance de plus en plus dans ce dispositif-là, avec des choses qui sont partagées, totalement partagées. Ce n'est pas forcément la situation dans d'autres pays, etc. Et d'où l'importance des méthodologies FAO, etc., Agribalise au niveau français, pour parler un même discours et comparer des choses comparables. Ça pose aussi peut-être la question que tu as soulevée dans ta présentation, que finalement l'évaluation environnementale par ACV, toute seule, elle peut être limitante en fait. Oui, tout à fait. En prenant en compte d'autres impacts, enfin d'autres indicateurs, tout à fait. Oui. Il y a aussi une question intéressante soulevée par, je crois, Corinne Forget, sur la question du mode d'expression ramené au kilo d'aliments, au kilo brut. C'est un problème qu'on a aussi au niveau des aliments de l'homme. Les Nutri-Score, c'est pareil. Dès qu'on est au niveau du brut, qu'on n'est pas au niveau de la matière sèche, alors nous, ça nous choque un peu en tant que zootechnicien, mais il est vrai qu'à ce moment-là, de la matière laitière, par exemple, n'aura pas du tout la même valeur suivant que c'est du lait, du fromage blanc ou du comté ou du brie, quoi. Et ça, c'est un problème. Je ne sais pas trop comment ça évoluera à l'avenir, mais je ne sais pas. Déjà, au niveau des aliments de l'homme, les choses ne sont pas très claires pour moi. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des idées par rapport à ces questions. Dans le groupe de travail sur l'unité fonctionnelle alimentaire, tout le monde s'est un peu écharpé autour de ce sujet. Il n'a pas vraiment été trouvé de solution satisfaisante. Je dirais que ce qui embêtait le moins de monde ou ce qui paraissait le plus consensuel, c'était peut-être, alors là je parle vraiment de l'affichage en magasin pour l'alimentation humaine, c'était finalement de rester au kilo, mais de le faire catégorie par catégorie, c'est-à-dire qu'une huile est comparée avec une huile, les viandes sont comparées avec des viandes, les fruits sont comparés avec des fruits, etc. Et il n'était plus question de… Voilà. Après, la deuxième question qui vient après ça, c'est à quel niveau de catégorie on se met, c'est-à-dire est-ce qu'on compare toutes les viandes entre elles ou est-ce qu'on compare, par exemple, que les viandes porcines entre elles, les viandes bovines entre elles, etc. Ou est-ce qu'on compare les pâtes dures d'un côté, les pâtes molles de l'autre? Donc voilà, c'est vrai que quand on répond partiellement à la question, ça en amène beaucoup d'autres. Donc voilà, il n'a pas été en tout cas trouvé d'unité fonctionnelle magique qui convienne à tout le monde et qui satisfasse tout le monde. Peut-être un petit complément par rapport à ça. Je pense que ce débat-là, il avait aussi eu lieu par rapport au Nutri-Score. Et le choix qui avait été fait, c'est un peu pragmatique, entre guillemets, de prendre le poids. Il y a quand même un certain nombre de travaux. Je pense qu'Anne Mottet avait présenté un travail qui est conduit par la FAO pour utiliser la densité nutritionnelle comme unité fonctionnelle. Donc où là, quelque part, ça se rapporte
à la contribution des aliments à la couverture des besoins nutritionnels, donc en tenant compte non seulement des nutriments majeurs, de l'énergie, des protéines, des lipides, mais aussi des oligo-éléments, des éléments traces métalliques, etc., des vitamines. Donc ça, il y a quand même des travaux, mais ce n'est pas simple. Je pense que, d'ailleurs, bon, l'idée du troisième webinaire, hein, c'est d'aborder cette question-là. Donc j'espère qu'on va trouver, on a déjà quelques intervenants qui sont identifiés et qu'on pourra aller creuser un petit peu ce point-là, voir comment l'impact environnemental est relié aux apports nutritionnels. Donc, on vous donne rendez-vous le 23 septembre, je pense, le matin, pour en discuter avec au moins une intervention de Nicole Darmon de l'INRA, qui travaille sur ces questions de relations impact environnemental, qualité nutritionnelle, Valérie Thau du ministère de l'Environnement, qui va présenter en fait l'expérimentation affichage environnemental, et Caroline Guinaud alors elle est de Interbev, c'est ça, et qui présentera en fait un des projets d'affichage environnemental qui est porté par Interbev en collaboration, je pense, avec l'agriculture biologique. Peut-être qu'on aura une intervention complémentaire, mais bon, normalement cette question-là, on va l'aborder. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on donnera une réponse si nette que ça, quoi. D'autres questions? Oui, je voulais revenir sur un point, une question qui avait été en fait posée tout à l'heure, juste pendant l'exposé d'Élodie, et Élodie y avait répondu à travers sur la prise en compte de l'étage reproducteur dans l'impact de la production de viande. Donc, Élodie a répondu clairement que l'étage reproducteur n'était pas intégré. On peut se poser la même question sur l'étage naisseur, enfin, sur la production. Oui, pardon, Élodie. Pardon, je n'ai pas dit qu'il n'était pas intégré. Pour ce qui concerne les volailles, on a bien les futurs repros, c'est-à-dire et les repros. On les a bien. Moi, ce que je remettais en question, c'est le fait que théoriquement, ces étapes-là, ça génère des coproduits, à savoir des reproducteurs de réforme. À ce titre, devraient porter une part du poids environnemental, et qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas, même si c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est bien pris en compte, hein, dans les périmètres étudiés. Simplement, c'est cette allocation économique qui n'est pas faite aujourd'hui, voilà, entre ces coproduits-là. Et Sandrine, en port aussi, c'est pris en compte? Oui, c'est pris en compte. Ah, ok, voilà, c'était la question que j'avais. D'accord. Sinon, une question de Théophane sur les conséquences en termes de qualité des effluents d'élevage, qualité fertilisante des effluents d'élevage liés à des modifications des pratiques alimentaires, hein, réduction des teneurs en protéines des régimes, donc baisse de l'excrétion azotée. Est-ce que quelqu'un peut répondre sur ce point-là? Moi, je n'ai pas une réponse toute faite, mais j'ai trouvé la question très pertinente et ça me semblait trop vaste pour écrire une réponse écrite. Mais oui, je trouve que la question est très pertinente, parce que quand on parle bouclage des cycles, effectivement, il faut envisager un retour au sol des effluents et que le profil des effluents soit le plus proche possible du besoin des plantes. Et si je parle des lisiers porcins aujourd'hui, c'est vrai que finalement, c'est plutôt le phosphore qui va limiter l'apport. Parce qu'en fait, si on veut, avec le lisier porcin, répondre aux besoins en phosphore des plantes, on n'arrive pas à apporter tout l'azote qui est requis par les plantes, et donc on doit compléter avec du minéral. Donc, c'est vrai que si on se dit qu'on va vers une réduction de plus en plus importante des réductions en azote et que ce n'est pas lié aussi à des réductions en phosphore, finalement, il va falloir compléter avec encore plus de minéral. Alors, tout ça doit être pondéré par le fait qu'il y a aussi des pratiques de gestion des effluents qui peuvent faire de la séparation de phase et donc concentrer le phosphore dans une fraction solide et se récupérer avec une fraction solide dans lequel là, on a la majorité de l'azote et où là, on bénéficie complètement de la réduction d'ingestion d'azote et donc d'excrétion. Mais j'avais envie de répondre, c'est justement là où on sent qu'on a des besoins d'approches un peu plus macroscopiques
et qu'il faut regarder aussi les choses effectivement dans l'intégralité. Donc ça me semble quand même une bonne chose de toute façon que d'être efficace du point de vue alimentaire et donc d'apporter quand même le minimum et qu'il y ait le minimum de rejet. Et après, oui, il faut réfléchir au bouclage avec les cultures par des modalités de gestion d'effluents qui nous permettent de faire coller au mieux le profil des effluents aux besoins des plantes. Mais bon, je trouvais la question pertinente. Alors, Juste il y a un eu plusieurs petit questions. complément. Les effluents, ils évoluent aussi vite. Enfin, les propriétés des effluents, elles évoluent aussi vite qu'évolue l'alimentation. Et il faut déjà qu'on réussisse à faire avancer et suivre toutes les ICV de nos aliments et à les mettre à jour. Et il y a aussi le pendant qui va avec ça, c'est de faire évoluer notre connaissance des nouveaux effluents qui sont issus finalement de ces nouvelles alimentations. Donc, il faut vraiment faire évoluer les deux de manière rapide. Et aussi des nouveaux modes de gestion des effluents, parce qu'il y a quand même pas mal d'innovations dans ce domaine-là. Oui. Il y a plusieurs questions autour des problèmes d'équilibre en acides aminés, et notamment une par rapport à l'élevage bio, puisque en bio, on ne peut pas utiliser d'acide aminé de synthèse. Du coup, les taux azotés des formules en moyenne en monogastrique sont un peu plus élevés, donc moins favorables par des questions d'environnement. Est-ce que les présentateurs des espèces monogastriques peuvent faire quelques commentaires sur cette question-là? Ben, en tout cas, c'est un des facteurs qui explique que ramener au kilo de porc au portail de la ferme, la production biologique a pour l'instant des impacts plus importants et notamment sur les gaz à effet de serre. Oui, tout à fait. Parce qu'on est sur des indices de consommation plus élevés et comme voilà, un aliment il a un impact environnemental, donc plus on en consomme, bah oui, plus on a d'impact. Donc c'est pas le seul facteur d'explication du décalage. Il y en a un autre qui est lié à l'utilisation de substrats avec de la paille en post-sevrage, en engraissement dans les élevages bio, alors que dans les élevages conventionnels, on est plutôt sur lisier. Donc ça, c'est un deuxième facteur qui explique sur le changement climatique qu'on a un décalage qui s'opère sur des résultats par kilo de porc au portail de la ferme. Mais celui que vous avez cité, il participe, oui. Pour les volailles, ces facteurs-là participent aussi, mais participent probablement moins que la durée d'élevage qui est plus longue en bio. Et donc, ce qui dit durée d'élevage plus longue dit aussi donc indice de consommation plus important. Est-ce qu'il y a une réflexion à l'échelle européenne par rapport à ça? Je me souviens quand le REPAP bio est arrivé en 2000 en France, on nous avait demandé un peu d'étudier la question. Et j'avais remarqué que finalement, les filières bio hollandaises ou du nord de l'Europe étaient beaucoup plus pragmatiques et laxistes par rapport à certains règlements qu'on appliquait en France. Donc, est-ce qu'on peut penser que la réglementation bio va un petit peu évoluer pour essayer d'améliorer ces indices par rapport au carbone, au GES, etc. Alors, au niveau de l'IFIP, c'est Laurent Alibert qui travaille sur ces questions-là. Ça a peut-être bougé récemment, mais quand on en a parlé il y a quelques mois de ça, c'est pas très vieux, c'était pas à l'ordre du jour. Mais bon, comme les choses bougent beaucoup, c'est tout à fait possible que ça ait changé récemment et que je n'en ai pas connaissance. Mais il y a aussi, je pense, une évolution des systèmes bio en France, quelque part, qui deviennent, les structures ont tendance à augmenter en taille, à se rationaliser et peut-être se rapprocher un peu plus des structures qu'on trouvait déjà en Europe du Nord, au Danemark en particulier, ou en Allemagne. Donc, où finalement, dans ces élevages-là, on n'avait pas des si gros écarts d'indice de consommation entre bio et conventionnel. Et même en termes de gestion des effluents, on avait aussi plus de gestion sous forme liquide, même s'il y avait un apport de litière. Donc, je pense que ça, c'est un des problèmes. Peut-être que ça explique aussi pourquoi on a un écart aussi important dans les quelques références qu'on a en France entre le bio et le conventionnel. Et cet écart est moindre, je pense, dans d'autres pays. Ça, c'est aussi donc, d'où la nécessité aussi de faire évoluer ces références-là avec maintenant des structures qui se mettent en place en bio qui sont quand même assez différentes de ce que l'on avait il y a même 4-5 ans.
Je note la remarque de Bertrand Méda. Je pense qu'il a raison, qui dit que en fait, ce qu'il faut distinguer, c'est qu'il y a un cahier des charges européen et chaque pays est libre de faire des cahiers des charges plus stricts. Donc, ce n'est pas forcément les Nordiques, voire les Néerlandais qui sont plus laxistes, mais les Français qui peuvent être plus stricts pour différentes raisons. Hein. Je n'ai pas employé le mot laxiste, hein, j'ai employé le mot pragmatique. Ah. Et je l'ai vécu en 2000 puisque j'étais dans le comité qui effectivement a été chargé d'adopter une réglementation un peu plus française. Donc, ce n'était pas laxiste, hein, c'est pragmatique. Ok, bon, ben, j'ai repris le terme que Bertrand a utilisé à tort. Alors. Moi, j'avais une question un peu transversale. Donc, vous avez tous montré en fait des outils ou des approches, donc Cap2R, JIP, donc qui pour le moment sont plus axés gaz à effet de serre en fait en termes d'évaluation type approche ACV. Comment vous voyez l'utilisation de ces outils-là pour l'affichage environnemental, en sachant que l'affichage environnemental, tel que c'est parti finalement, on part sur l'index PEF européen, qui intègre une quinzaine, c'est ça, IO d'impact. Oui, 16, voire 14 si on exclut pour le moment les indicateurs de toxicité humaine. Ça, c'est plutôt ce vers quoi on va aller apparemment. Parce que quelque part, on a des outils qui fonctionnent bien, qui se sont bien implantés sur le terrain, mais finalement, ils ne sont pas suffisamment, ils ne sont pas encore complètement adaptés pour calculer des indicateurs PEF qui, eux, vont être utilisés par les écoscores finalement. Les outils, si je reprends Cap2ER par exemple, est adapté au calcul des impacts environnementaux qui sont aujourd'hui déterminés dans le cadre du PEF. D'accord. Les méthodologies, voilà, nous, la méthodologie est basée sur Agribalise, etc. Donc, les méthodologies sont conformes. Donc, on sait calculer ces indicateurs d'impact. Par contre, et donc, peut-être qu'à terme, aujourd'hui, Agribalise, en fait, se base sur des cas types ou des cas représentatifs des différents systèmes de production. Peut-être qu'à terme, les bases de données des outils techniques permettront d'alimenter les référentiels Agribalise, par exemple, à terme. Hein, ça fait partie des pistes qui peuvent être proposées. Donc, ça, ce n'est pas un souci en soi. C'est-à-dire que là, typiquement, les méthodologies sont calées. On a un discours cohérent entre ce qui va être utilisé sur l'impact carbone d'un kilo de lait ou d'un kilo de viande et de ce que l'on va discuter avec l'éleveur. Par contre, le souci par rapport à l'affichage environnemental, c'est que on ne parle pas de stockage de carbone, on ne parle pas de biodiversité, on ne parle pas de fertilité des sols, etc. Et donc, ce sont tous ces indicateurs, ces autres indicateurs qui vont un peu plus loin que la CV. Alors, peut-être que la CV va évoluer, ou alors il faut d'autres méthodologies qui sortent de la CV pour pouvoir avoir une rétribution aux consommateurs qui soit complète et pas simplement partielle. En fait. C'est là la difficulté. Et toute la nécessité aussi, parce que si on va jusqu'à l'extrême, en production bovine, par exemple, si on voulait réduire l'empreinte carbone, on pourrait être amené à dire il faut supprimer toutes les prairies et créer des feedlots. On va avoir de l'intensité carbone qui sera très faible. Or, c'est une aberration écologique. On sait bien, si on retourne les prairies, l'incidence que ça va avoir sur le stockage de carbone, la biodiversité, les paysages, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas simplement regarder les choses par un seul angle, mais intégrer, avoir cette approche qui soit complète. Voilà. Donc, c'est ça le biais par rapport à l'affichage environnemental. Donc, il y a effectivement une question de l'adéquation des données Agribalise à des systèmes ou des sous-systèmes qui seraient améliorés. Et puis après, il y a la question de l'adéquation de la méthode, en fait. Et voilà, mais et donc, nombre d'indicateurs. Oui, vas-y, Ayo. Il faut noter que donc, au sein d'Agribalise ou du GIS, on est complètement conscient de cela. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a des travaux en cours, justement, pour mieux prendre en compte ce que j'avais appelé là, les impacts sur la biodiversité locale, les pratiques, les histoires des pratiques sur le stockage de carbone et plus important encore de changement de type de couvert. Donc, il était évident que de passer de la prairie vers culture annuelle, c'est très mauvais
et l'inverse, ça permet un stockage très fort. Donc, bon, tout ça pour dire que il y a des choses qui avancent en parallèle. Il y a l'affichage et ça pointe aussi les choses qui sont pas encore, qui sont à améliorer, et ça fait en même temps aussi une pression pour accélérer l'amélioration. Donc, je pense que ça bouge dans la bonne direction, mais de pointer les lacunes qu'on fait là, c'est très très bien, et ça permet de mettre un peu la pression pour améliorer les choses. Donc, ça veut dire quand même que dans une période intermédiaire, puisque cet affichage, il devrait, enfin, si tout se passe comme ce qui est prévu, ça devrait commencer assez rapidement. Donc, il y a quand même besoin peut-être de trouver un peu des consensus entre la situation des connaissances actuelles et puis la prise en compte quand même de la diversité des situations de terrain, quoi. C'est vrai que c'est pas simple, en fait. Non, mais dans le cadre de l'affichage, par exemple, il y a des réflexions en cours de combiner ce score unique, donc qui agrège plein d'impacts ACV, avec d'autres informations du type quel est le label ou des choses comme ça, label rouge, label bio, etc. Oui, avec des systèmes de points, en fait, c'est ça. Voilà, ouais, comme des compléments, quoi. On en reparlera donc à la présentation de septembre. Un peu dans le même domaine, il y a une question, comme on est dans le monde du multicritère, quelle fonction d'optimisation par rapport à tout ça, quelle pondération par rapport aux différents critères, est-ce qu'il y a un certain nombre de commentaires qui peuvent être faits sur ces questions-là? Il y en a eu aussi autour du revenu de l'éleveur. Est-ce que finalement, l'éleveur sera mieux payé s'il met en place une politique bas carbone? C'est sous-jacent à plusieurs des questions posées. Il y avait aussi la question de Christine Girard dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est celle-là que tu… Oui, tout à fait, oui. La prise en compte des impacts locaux et globaux, en fait. Oui, c'est ça. Bon, là, il y a tout un ensemble de questions qui sont très pertinentes, je trouve. Par rapport aux revenus des producteurs, je pense qu'aujourd'hui, il y a un aspect important qui est à mettre en évidence, c'est qu'on travaille jusqu'à maintenant sur l'efficience des systèmes. Donc, de fait, en améliorant l'efficience des systèmes, on améliorera l'efficience économique, donc en diminuant les charges ou autres, et donc ce sera positif pour l'économie et pour l'environnement. Donc ça, c'est la première marche, et qui nous permet d'embarquer des producteurs. Néanmoins, ensuite, il faut effectivement réfléchir à toutes les autres solutions économiques, les options économiques qui nous permettront de rémunérer les producteurs. Donc, on a parlé du label bas carbone. Est-ce qu'on parle de paiement pour services environnementaux? Quel sera le rôle de la future PAC par rapport à ces aspects environnementaux, biodiversité, agriculture de régénération, etc. Et puis ensuite, la rémunération produit, dans la mesure où on tend vers des produits à faible impact carbone ou un fort impact biodiversité, etc. Et donc là, je pense qu'il y a des discussions qui doivent s'engager sur cette rémunération au travers des produits. Alors, est-ce qu'on parle de label, est-ce qu'on parle du bio, etc. Mais effectivement, ça fait partie des réflexions à terme. Mais tout ça, pourra se mettre en place progressivement, je pense. Mais il faudrait que l'on puisse avoir cet accompagnement parce que la transition, elle ne se fera pas toute seule s'il n'y a pas un accompagnement assez important, effectivement. Je partage cette remarque. Il y a effectivement un coût quand on passe à des équipements après pour avoir une meilleure performance environnementale. Et la question centrale, c'est le consentement à payer pour ces systèmes-là, parce que c'est ça qui permettra leur déploiement sur le terrain. Donc finalement, on s'adresse aux consommateurs via l'affichage, mais ça viendra de lui aussi pour voir se développer ces systèmes-là. Ce sera son consentement à payer qui définira un peu leur déploiement sur le terrain. Et sur l'approche multicritère, juste
Pour l'affichage, bon, je pense que c'est une réflexion à part entière où il ne s'agit effectivement pas de mettre une liste trop longue pour le consommateur qui a déjà beaucoup de choses à lire sur le produit. Donc, je pense effectivement qu'il faut certainement aller vers quelque chose de synthétique. Mais pour le coup, pour la partie élevage, nous, avec Jeep, on a vraiment fait le choix de ne pas agréger les indicateurs. Et donc, on a laissé les indicateurs disjoints parce que voilà, nous ne savons pas au niveau de l'IFIP dire que la consommation d'énergie est plus ou moins importante que les émissions d'ammoniac, que les consommations d'eau, etc. Et donc, on trouvait beaucoup plus pédagogique de laisser ces indicateurs disjoints et finalement de laisser l'éleveur travailler sur ce qui l'intéressait le plus aussi et que finalement, la motivation, c'était un critère tout aussi intéressant qu'un autre. Donc, c'est un choix que nous avons fait pour cet outil éleveur. Après, la question pour le consommateur, je pense qu'effectivement, elle est différente. C'est mieux d'agréger quand même. Ouais, parce qu'en fait, c'était suite à la discussion de Jean-Baptiste, ça m'avait donné l'idée, finalement, ces outils d'évaluation environnementale, c'est quelque part un outil ou un langage commun à trouver pour en gros, l'éleveur d'un côté ou l'éleveur dans sa filière et de l'autre côté le consommateur. Et ce n'est pas quelque chose de simple. Hein. C'est-à-dire que cet outil-là, si on veut que ce soit efficace, il faut qu'à la fois ce soit un moteur pour faire évoluer les éleveurs et un moteur pour faire évoluer les consommateurs. Donc on est vraiment, par rapport au schéma initial qu'on avait présenté, on travaille sur le système et on regarde les deux côtés en même temps. Et ce n'est pas facile, hein, je pense, de trouver ça. Parce que si on prend des outils qui sont trop marqués consommateurs ou trop marqués éleveurs, finalement, l'autre partie, ça ne les intéressera pas. Ça ne sera pas moteur pour des changements. Mais bon, ça n'a pas forcément besoin d'être le même langage. Disons, quand on regarde l'utilisation de l'ACV, les chercheurs, par exemple, ils s'intéressent à l'aspect multicritère, de voir quand on compare les systèmes tel système est mieux pour tel indicateur et moins bien pour un autre indicateur. Pour le consommateur, bon, il y a plein d'études de perception de ces choses-là qui montrent que mettre du multicritère environnemental à disposition des consommateurs, trop d'infos tue l'info. Donc là, il faut quelque chose d'agrégé. Et on a donc l'avantage, entre guillemets, qu'au niveau européen, il y a cette proposition qui permet d'avoir 14 ou 16 indicateurs juxtaposés, mais qui propose aussi une approche bien documentée pour agréger toute cette information en un seul indicateur. Et ça, c'est pas mal. Et selon le public, on n'utilise pas la même façon de présenter, bien que les données sous-jacentes et les modèles de calcul sont les mêmes. D'où l'importance un peu de cette phase d'expérimentation. Ah, c'est clair. Et ce que je trouve important dans ce que tu disais, Jean-Yves, c'est effectivement qu'on s'assure qu'il y ait bien une cohérence et ce qui est amélioré d'un côté est bien aussi amélioré de l'autre. Là, tu as raison, parce que c'est vrai que quand on agrège de plein de façons différentes, donc on peut donner des poids complètement différents d'un critère par rapport à un autre. Et ce qu'il ne faudrait pas qu'on ait, c'est un outil qui accompagne les éleveurs, qui leur disent si vous faites ça, c'est mieux, et qu'à l'inverse, en termes d'affichage, ça se traduise autrement. Ça, là, je te rejoins complètement parce que… L'exemple de l'éco-score, par exemple. Voilà, c'est pour ça, avec tout ce qui si tu achètes des frites, émerge là de partout. Les frites, les frites sont classées A et l'huile d'olive est classée D. Oui. Donc, je pense que c'est un peu notre travail de faire l'aller-retour entre ces deux échelles-là et d'envoyer des informations quand il y a pas cohérence entre les deux niveaux. C'est vrai qu'elle n'est pas implicite, cette cohérence. Alors, on a fait le tour. On va pouvoir demander à Jean-Louis d'assurer la conclusion. Je sais pas si c'est une lourde tâche. On a écouté beaucoup. Non, mais en plus, j'ai été éjecté. Mon micro s'est planté complètement. On a un gros orage. Je pense que ça vient de ça. Oui, ici aussi, ça tombe beaucoup. Ouais. Donc, voilà. Bon, je vais essayer de faire la conclusion en quelques mots.
Là, si je la retrouve, oui, c'est là. Vous voyez les diapos? Oui. Alors, j'avais préparé un petit diaporama pour cette conclusion et puis je l'ai modifié un petit peu en fonction de ce qui s'est dit pendant la réunion. Alors, 4 diapos pour conclure. Je pense que franchement, il y a des acquis très clairs sur l'évaluation environnementale des systèmes, même si on sait bien qu'il y a des améliorations à apporter, et je pense à peu près tout le monde a dit ça. Alors, dans les acquis, moi, ce que je retiens quand même très fort, c'est qu'on a des bases de données qui aujourd'hui sont très documentées. Alors, OK, il faut les remettre à jour, d'accord, mais Ecoalim, Agribalis, Sequal, pour ne citer que celles qu'on a citées aujourd'hui. Donc, on a du matériau pour travailler. On a des outils de calcul, des équipes de recherche reconnues et des recherches en cours. Aujourd'hui, on a vu tout ça. Alors, par contre, moi, je trouve qu'il y a des améliorations à apporter dans les calculs des impacts qui sont considérés aujourd'hui, et puis on verra qu'il y a d'autres impacts à considérer. Alors, bon, je dirais un peu anecdotiquement, compléter les bases de données pour des types de produits qui manquent. Il y a eu pas mal d'exemples dans la base volaille, OK, ça, il faut le faire. Il y a des mises à jour qui sont à faire. Alors, la difficulté, c'est que c'est quasi en continu, c'est à faire avec des connaissances nouvelles. Par exemple, on améliore les modèles d'émissions. Des nouveaux facteurs d'émission de protoxyde d'azote des engrais ont été publiés par le GIEC en 2019. Il va falloir les mettre dans Agribalis et les autres bases. Et ces nouveaux facteurs d'émission donnent 3 fois plus d'émissions pour un engrais minéral qu'un engrais organique. Donc, ça va changer les choses, par exemple, pour de l'agriculture bio. Deuxième autre point qui a été discuté, je n'y reviendrai pas trop, c'est le devenir du méthane qui est mal pris en compte dans le calcul du pouvoir réchauffant à 100 ans. Est-ce qu'on vise une neutralité carbone ou une neutralité climatique? Voilà, Jean-Baptiste en a parlé, je ne reviens pas dessus, mais c'est un point, c'est un game changer pour le monde de l'élevage ruminant. Troisième point, c'est qu'il faut intégrer le stockage de carbone, que ce soit sous prairie ou dans des systèmes d'agroforesterie. Bon, avec des stockages de carbone sous prairie qui sont peut-être moins élevés que ce qu'on disait il y a quelques années, encore faut-il revoir ça. Et puis, en tout cas, si on remet de la prairie dans des zones où il n'y en a plus, ça peut être très conséquent comme effet, quitte à y remettre un peu de ruminants dans ces zones où ils ont disparu. Quatrième point, c'est je crois qu'il faut prendre en compte explicitement l'aptitude de l'élevage à recycler les biomasses. Ça, ce n'est pas trop fait actuellement. Ça a des conséquences sur l'évaluation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, sur l'utilisation des ressources. On a fait pas mal de travail en France et la FAO en a aussi fait à l'échelle mondiale. En gros, dans ce que consomment les animaux, 50 à 95% de leur ration n'est pas consommable par l'homme. Ça, ce n'est pas du tout intégré. Aujourd'hui, on dit qu'il faut 3 à 10 kg de protéines végétales pour faire 1 kg de protéines animales. Quand il en faut 3, c'est à 50% du non consommable par l'homme. Quand il en faut 10, c'est à du 95% non consommable par l'homme. Donc ça, c'est quand même aussi une façon de corriger peut-être certaines évaluations de l'élevage. Et puis le deuxième point, c'est dans les approches sur l'utilisation des surfaces, faut peut-être, en tout cas, il faut y réfléchir. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais il faut y réfléchir. Est-ce qu'on compte de la même façon les surfaces non cultivables et les surfaces cultivables, mais les surfaces toujours en herbe? Ça serait relativement facile à faire puisqu'on a toutes les statistiques en France. Après, si on passe, mais là c'était, on va dire, des évolutions de la méthode actuelle assez faciles à mettre en œuvre si on décidait de le faire. Des choses plus compliquées, moi je trouve qu'il faut vraiment passer de l'évaluation de l'animal à celle du système globalement. On a actuellement une méthode qui est en fait très centrée sur l'animal, et ça se comprend puisque Ayo l'a bien expliqué, on vise le produit. Bon, le produit, c'est le muscle de l'animal, c'est son lait, c'est les œufs. Mais ce faisant, on a des systèmes d'évaluation qui sont très liés au format et au cycle de production de notre animal. Et évidemment, un poulet de quelques kilos ou quelques centaines de grammes qui vit quelques jours, il a nécessairement un impact beaucoup plus faible, tel qu'on le calcule aujourd'hui, qu'un ruminant qui pèse 600 kilos, qui vit pendant plusieurs années, qui en plus peut être dans des systèmes extensifs, et en intermédiaire, on aura le porc qui vit quelques mois et qui est plus lourd que du poulet, mais moins lourd que du bovin ou du mouton. Donc, je crois que là, on est un peu enfermé dans cette vision on n'a pas l'évaluation des systèmes, on a l'évaluation de l'animal.
Mais les systèmes, c'est très différent. L'animal, il est avec des chargements très variables dans les systèmes, par exemple. Et derrière ça se pose la question, et Ayo y était revenu rapidement, on n'a pas eu le temps de réaborder ça dans la discussion générale, mais est-ce qu'il faut exprimer par kilo ou, pardon, je n'ai pas mis en mode diapo, exprimer par kilo ou exprimer par hectare, ou les deux, ou bien exprimer sur des aspects nutritionnels. Vous voyez, je vous ai mis en bas là, trois graphiques. Les deux premiers, c'est les données Agribalise. C'est juste un graphe Y, enfin, X en fonction, enfin, Y en fonction de X, des données d'eutrophisation marine et de changement climatique dans la base Agribalise. Ben, vous voyez qu'il y a une relation. Donc, tu me donnes ton empreinte carbone. En gros, je connais ton eutrophisation marine parce qu'on ramène à l'animal. Ce n'est pas le système, c'est l'animal. Alors, il y a quelques points qui sont très éloignés. Bon, c'est des ports bio, en fait. Il y a quelques points ports bio qui sont très, qui, manifestement, il y a des problèmes dans la base Agribalise. Et puis, le deuxième graphique, c'est toujours le changement climatique en fonction de l'utilisation des surfaces. Là, cette fois-ci, j'ai mis en orange les ruminants pour distinguer un peu. Bon, bah, à nouveau, les animaux qui émettent le plus de gaz à effet de serre sont ceux qui ont naturellement le plus d'utilisation de surface, mais ce n'est pas les mêmes surfaces. Hein. Sur les ruminants, c'est quand même beaucoup de la STH. Donc, est-ce qu'il faut garder ce critère-là ou est-ce qu'il ne faut pas le rediviser en deux? Et puis, sur les aspects nutritionnels, donc là, il y a beaucoup de papiers qui commencent de sortir et notamment la FAO s'intéresse à cette question-là maintenant. Et vous voyez ici sur un article fait par, ça va être des Suédois, non, c'est des Norvégiens, pardon. Vous voyez, ils ont en bleu foncé, c'est l'empreinte carbone en gestes par kilo de produit. Donc, on trouve les choses très classiques, le bœuf très impactant versus des produits monogastriques versus des produits végétaux. Mais si on exprime les gestes par un index de nutrition, alors c'est là où c'est compliqué parce qu'on peut calculer l'index qui nous fait plaisir. Mais là, ils ont retenu les 6 nutriments apportés par l'aliment, les 6 nutriments les plus importants apportés par l'aliment dans sa composition. Donc, les 6 nutriments, ce n'est pas les mêmes pour la pomme de terre et pour la viande, par exemple. Mais vous voyez, alors c'est les traits bleu ciel, on change quand même pas mal la hiérarchie des choses. Et vous voyez, par exemple, que le fromage, que le porc, le poulet, que les œufs, sont moins impactants ou pas plus impactants que des pâtes, beaucoup moins impactants que des bananes ou de la pomme de terre. Donc, vous voyez, le simple fait de prendre un critère comme ça de nutrition change beaucoup les choses. Donc, ça, c'est quand même des questions importantes pour la recherche. Hein. Et puis, globalement, puisqu'on raisonne par kilo et à l'animal, on a quand même plutôt une évaluation des systèmes intensifs et on a plutôt une évaluation un peu biaisée des systèmes agroécologiques parce qu'ils fournissent autre chose que de l'aliment, les systèmes bio, les systèmes ruminants herbagers, les systèmes porc bio, par exemple, etc., volailles bio aussi, parce que c'est des systèmes qui fournissent des services environnementaux qui aujourd'hui ne sont pas du tout intégrés dans les méthodes. Donc, mais ça, Ayo l'a bien dit, hein, c'est la dernière publication qu'il a montré, c'est bien ça, hein, il faut élargir le champ. Et en fait, il faut vraiment développer une méthode qui nous permette d'aller vers la multifonctionnalité des systèmes d'élevage en intégrant de nouveaux critères. Pour l'instant, on a considéré notre agroécosystème, enfin notre animal d'ailleurs, hein, mettons qu'on passe à l'agroécosystème, tout va sur l'aliment, parce qu'on fait d'abord de l'élevage pour produire de l'alimentation, évidemment. Sauf qu'en fonction du type d'élevage, on a d'autres performances qui peuvent être évaluées, des performances sur le sol, sur la biodiversité, sur le stockage de carbone et plein d'autres, l'érosion par exemple. Et donc, c'est la question qui va se poser, c'est est-ce que c'est considéré comme des nouvelles performances à intégrer ou est-ce qu'il faut finalement dire, quand mon animal est dans tel système, il fait de l'aliment, alors peut-être de façon moins efficace que dans un autre, mais comme il produit autre chose à côté, il faut recalculer une allocation qui intègre le fait que quand on met un animal dans un système et qu'il entretient un territoire, c'est une production autre que son lait ou sa viande ou sa laine, mais c'est quelque chose. Deuxième point, je trouve, qui manque aujourd'hui dans l'analyse de cycle de vie telle qu'elle est utilisée, c'est les enjeux de territorialisation, sensibilité au milieu. Il y a des milieux qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres et qui supportent moins les impacts ne vont pas être les mêmes pour une même émission selon qu'on se situe dans un territoire ou dans un autre. Et puis cette approche territorialisation, territoriale finalement, permettrait l'étude de performance, par exemple, des circuits courts. L'ACV n'est pas forcément bien adapté aujourd'hui pour étudier, alors tout le monde veut mettre en avant les circuits courts, parce qu'on a parlé tout à l'heure du mouton néo-zélandais versus du mouton français ou anglais.
Ben voilà, est-ce qu'on a les bonnes mesures aujourd'hui pour faire ça? Et puis, si on raisonne à l'échelle du territoire, on peut peut-être penser de la co-construction d'innovation interfilière. Moi, ce qui m'a frappé aujourd'hui, alors c'était le plan de la journée comme ça, mais on a causé bovin, on a causé cochon et on a causé volaille. On n'a absolument pas envisagé des degrés de liberté qu'on pouvait avoir par des échanges entre filières sur un territoire donné. Je pense que si on réfléchit, par exemple, de façon sur la Bretagne, où il y a beaucoup trop de cochons et beaucoup trop de vaches laitières, probablement, pour le territoire, mais le fait peut-être de repenser les deux ensemble, eh ben, peut-être qu'on peut fertiliser des prairies avec du lisier de cochon, et ça peut peut-être donner quelques degrés de liberté. En tout cas, ça serait à étudier. Et puis, je pense qu'un point qui a été frappant aujourd'hui, c'est qu'on n'anticipe pas les questions. On ne travaille pas les points forts de l'élevage. On est toujours avec une guerre de retard, finalement. Alors, Jean-Yves disait, oui, c'est impressionnant ce qu'on a fait depuis 2006. Alors, oui, ça, c'est le côté du verre à moitié plein. Si on dit le verre à moitié vide, c'est impressionnant que personne n'ait pensé à ça avant 2006, hein, sur les aspects environnementaux de l'élevage. Donc, et là, aujourd'hui, on est toujours dans cette course à répondre à un enjeu qui est apparu avant qu'on en parle. Et peut-être qu'il faudrait, dès aujourd'hui, travailler sur des points forts de l'élevage. On n'a pas du tout parlé emploi, par exemple. On pourrait très bien imaginer que de mettre sur 1 kilo de lait, 1 kilo de viande ou une boîte d'œufs, derrière ça, il y a tant d'emplois. Je pense que ça, c'est un point fort de l'élevage, beaucoup plus que des filières végétales. L'objectif n'est pas de les mettre en compétition, mais comme on dit toujours que l'élevage est plus impactant que le végétal, il y a des points où il a peut-être des atouts, mais comme on ne les étudie pas, on ne les quantifie pas, on ne les a pas. Et puis, nos seuls arguments de défense, c'est de dire, oui, mais attendez, c'est moins grave que ce que vous dites, parce qu'on fait des progrès, parce que regardez, etc. Donc, je pense que derrière tout ça, l'idée, c'est bien de disposer d'outils qui soient précis pour suivre les progrès, évaluer la multifonctionnalité de l'élevage. J'insiste sur le mot multifonctionnalité, hein, c'est la production d'aliments, c'est la production de biodiversité ou son entretien, c'est la production d'emplois dans les territoires, etc., pour communiquer sur des bases scientifiques. Et puis le dernier point, on l'a un peu discuté aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant, c'est comment inciter les démarches de progrès. Alors les démarches de progrès, il y en a de deux grands types en fait. Il y a celles que toujours mettent en avant les économistes, on taxe les émissions. Alors on taxe la viande ou on taxe les émissions, c'est plus logique de taxer les émissions et donc taxer l'élevage et taxer les engrais minéraux. Et peut-être plus d'ailleurs les engrais, parce que le N2O est un gaz à effet de serre plus grave que le méthane, probablement, du fait qu'il reste plus longtemps dans l'atmosphère. Mais le méthane, si on le réduit, ça a des effets climatiques très importants à très court terme. Et puis, on a beaucoup parlé aujourd'hui, je trouve que ça, c'est vraiment très important, c'est les démarches de progrès, les projets bas carbone. Donc, c'est une approche qui est beaucoup plus positive pour les éleveurs, parce que voilà, on les met en valeur, et puis en plus, ils seraient payés pour réduire des émissions. Le suivi en ferme, c'est intéressant parce qu'on a vraiment des solutions qui sont bien adaptées localement. On n'est pas à une échelle nationale, on est dans la ferme de monsieur Machin et on fait dans la ferme de monsieur Machin ce qu'il faut pour baisser les émissions. Alors, j'ai compris aujourd'hui, je n'étais pas au courant de tout, mais je trouve que c'est très important et très intéressant de voir que toutes les filières vont un peu dans ce sens-là. Alors, la question qui se pose, c'est comment tout ça est coordonné à l'échelle nationale. Et puis, la question qui va se poser, c'est comment faire remonter les progrès qui vont être faits dans ces approches-là au niveau des inventaires nationaux, parce qu'on va parfois jouer sur des leviers qui ne sont pas pris en compte dans les méthodes d'inventaires nationaux, qu'il va falloir faire évoluer aussi. Donc là, il y a peut-être deux chantiers à conduire un peu en même temps. Et puis, un peu en écho de ce que je disais sur la diapo précédente, qui doit être le moteur de ces initiatives, à l'initiative de ça? Est-ce que c'est des collectivités territoriales? Parce que derrière, on peut imaginer des approches interfilières, ou est-ce que c'est les industries aval? C'est ce qui se fait aujourd'hui, et Jean-Baptiste nous a montré qu'il y avait beaucoup, par exemple, de laiterie, mais on a vu beaucoup de laiterie, on n'a pas vu beaucoup d'acteurs de la production de viande, hein, par exemple. Donc voilà, c'est quand même une question, parce que quand on regarde ce qui se passe ailleurs en Europe, il y a une grosse coopérative danoise qui fait de la viande de porc, qui a affiché viande de porc zéro carbone en 2050. Et ils sont dans plusieurs pays, mais ils ne sont pas en France. Hein. Donc voilà, ça veut dire que derrière, je crois que les laiteries ont bien pris ça, ont bien pris conscience de ça. Ça va être beaucoup plus dur pour les filières viande, monogastriques ou ruminants, et en plus, j'ai l'impression qu'elles y vont
enfin voilà, pour l'instant, je n'ai pas vu de grandes initiatives à ce niveau-là. Et puis l'affichage environnemental, donc on a fini notre discussion là-dessus. Alors, c'est une démarche intéressante parce qu'elle va permettre à des acteurs de se différencier. Et un acteur se différencier par rapport à un autre, on va rentrer dans des boucles de progrès progressifs. Hein, voilà, on va aller de mieux en mieux, et c'est bien lié avec l'approche bas carbone précédente. Par contre, ça a été dit, c'est une méthode qui est hyper risquée, notamment pour l'élevage, hein, parce que si on la base sur l'ACV actuelle, qui n'intègre pas l'ensemble des services, on va encore afficher un élevage très émetteur de gaz à effet de serre, très consommateur de surface, avec un très fort potentiel d'eutrophisation, enfin de tout ce que vous voulez, parce que de toute façon, cet affichage, même si c'est avec la méthode PEF, vu les graphiques que je vous ai montrés, c'est quand même très corrélé aux émissions de gaz à effet de serre. Et puis, on va bien dire que, attendez, il ne faut pas comparer tous les produits ensemble, mais une gamme de produits en interne. Le consommateur, il ne va pas faire ça, il va comparer sa boîte de nouilles et puis sa boîte d'œufs. Et puis derrière, là, je reviens avec quand même un regard critique sur ce qu'on n'a pas fait au niveau de la recherche, c'est que les normes, elles risquent, c'est même pas elles risquent, elles vont être établies par des influenceurs. C'est Yuka qui va mettre un score, même si c'est que de l'expérimentation, de toute façon, le pli sera pris. Et Yuka a bien compris que l'ACV aujourd'hui ne permettait pas d'évaluer des systèmes, donc ils ont mis en place des points. Alors, si tu es en bio, c'est plus 20 points, mais si tu es en bio A, c'est plus 40 points, si tu es en label rouge, c'est plus 10. Alors, pourquoi label rouge, c'est plus 10 et bio A, c'est plus 40? Ne me demandez pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils mettent en place aujourd'hui des normes, en fait. Et la recherche, on va juste arriver encore une fois derrière en disant non, mais c'est plus compliqué que ça et que ça ne marche pas. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment se saisir de questions, notamment autour de la biodiversité, autour de la fertilité des sols, qui sont deux points sur lesquels l'élevage peut être à la fois positif ou négatif, ça dépend quel type d'élevage, mais c'est vraiment une priorité pour la recherche parce qu'il va se diffuser via les médias des informations, si ce n'est erronées, très partiel, quoi. Et donc, je pense vraiment qu'il faut qu'au niveau de la recherche et de la R&D, enfin, tous les acteurs qui sont autour de la table aujourd'hui, on soit un coup avant et pas uniquement en réaction à… J'ai entendu beaucoup de choses, mais si on change un peu d'apport d'acide aminé dans notre truc, on va être mieux. La question, elle n'est pas vraiment là, elle est beaucoup plus importante et beaucoup plus loin que ça, quoi. Voilà ce que même s'il faut le faire pour faire des progrès, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je pense qu'il faut… Quelque part, il faut quand même qu'on raisonne l'ampleur des enjeux qu'il y a derrière ça et que pour les filières, on voit vraiment les facteurs d'ordre 1 et ceux qui sont d'ordre 2 et qu'on ne se laisse pas en permanence uniquement, je pense au niveau de la recherche, piégé par l'indice de consommation qui va augmenter un petit peu parce qu'on oublie le système quand on raisonne comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion. Je coupe. Voilà. Merci Jean-Louis pour cette très bonne synthèse. Donc, effectivement, je pense que tes dernières remarques sont très importantes par rapport aux filières animales. Donc, la comparaison des produits alimentaires, ça dépendra effectivement de l'unité fonctionnelle et aussi du fait que l'échelle soit appliquée de manière transversale sur tous les produits alimentaires ou par famille de produits. Donc ça change quand même beaucoup les choses. Et ce que je dirais, c'est que, évidemment, il y a toujours un décalage entre la demande sociétale et ce que peut apporter la recherche, parce qu'il faut du temps, même si on a été vite entre 2006 et 2021. Sur ces questions de biodiversité, il faudrait très vite pouvoir proposer des choses, même si ce n'est qu'un point d'étape intermédiaire, avec quelques proxys bien pensés, pour au moins corriger quelques tirs. De même sur l'emploi, enfin, on en avait peut-être, je me souviens un jour, on en avait discuté rapidement, c'est pas si compliqué que ça. On sait ce qu'on produit en kilos de porc, en kilos de lait, en kilos de viande bovine en France. On a, à travers les travaux du GIS, même s'il faut les réactualiser un petit peu, combien d'emplois dans les filières amont, aval et en ferme. On peut assez vite, par des règles de 3, afficher des quantités d'emplois par kilo de produit, ou par kilo de protéines, ou par hectare, enfin, par ce qu'on veut, en fait, après. Alors, c'est effectivement très intéressant, mais on nous répondra, ça c'est autre chose que la
impact environnemental, c'est un impact social. Donc, il va falloir faire un autre indicateur. Oui, mais ils vont venir aussi, ceux-là. Oui. Donc, il faut anticiper pour le coup aussi, quoi. Par rapport à ta remarque sur la comparaison des produits entre eux, en fait, on se rend compte que ce sont surtout les produits transformés ou élaborés qui sont concernés par ces affichages. Assez peu les produits élémentaires. Donc, il y a assez peu d'affichage environnemental, par exemple, sur la viande en tant que telle, surtout quand elle est vendue par un boucher. Ouais. C'est sûr qu'il n'y aura pas. Le Nutri-Score était fait aussi pour les produits transformés. Oui, parce que, et là, c'est là qu'on voit qu'en fait, il y a une évolution des recettes. Et donc, il y a eu déjà des analyses, par exemple, sur un produit type, la sauce bolognaise. Ben, finalement, une des façons pour réduire les impacts de la sauce bolognaise, c'est de diminuer la quantité de viande. Et ça reste toujours sauce bolognaise, mais au lieu d'en mettre un certain pourcentage, on va en mettre beaucoup moins. Oui, ça peut évoluer. Et c'est pareil pour les plats préparés. Donc, si on va dans cette optique-là, le seul fait de mettre des plats préparés, il peut avoir toujours des plats préparés avec de la viande, mais avec beaucoup moins de viande. Donc, ça réduit le coût, ça réduit l'impact environnemental, ça peut aussi améliorer l'éco-score, en fait. Donc, en termes de, quelque part, de consommation, entre guillemets, des produits. Non, mais le problème, c'est qu'on en arrive à évidemment, on doit arriver à des méthodes très simplifiées, donc 5 couleurs pour l'éco-score, qui au départ sont faits pour quelque chose et calibrés pour ça. Notamment, c'était les plats préparés, l'éco-score, et donc d'où l'importance du sel, etc., derrière les notes et des acides gras. Mais après, naturellement, ça s'applique progressivement, ça s'applique aux matières premières. Et là, je ne sais plus quelle petite AOC fromagère qui a malheureusement fait un fromage à 50% de matière grasse. Alors là, évidemment, tu meurs si tu manges ce fromage, quoi, avec l'éco-score. Et donc, on voit bien que ce n'est pas fait pour ça, mais n'empêche que c'est utilisé pour ça. Enfin, le Nutri-Score, je veux dire, mais l'éco-score, ça sera pareil, quoi. Mais il faut l'anticiper dès maintenant, en fait. Est-ce qu'on a vu que le Nutri-Score a causé une diminution de la consommation de beurre ou de fromage? Il ne faut pas non plus… Je veux dire, un consommateur, quand il choisit un produit alimentaire, je pense qu'il y a le prix, il y a le goût, il y a plein de choses et l'environnement, ça vient très loin derrière, en réalité. Le Nutri-Score, il est très efficace. Il a fait baisser les teneurs en sel de tous les plats préparés, par exemple. Voilà, mais est-ce qu'il a fait baisser la consommation de fromage, par exemple? Non, pas pour l'instant, mais on voit bien des papiers dans la presse, dans la grande presse grand public qui l'utilisent alors qu'ils ne devraient pas être utilisés dans ce cadre-là. Le Roquefort a un Nutri-Score catastrophique. Oui. C'est vrai que… Oui, mais il n'est pas moins bon pour autant. Oui, mais quand on s'attache au Nutri-Score, on en mange plus. Oui. Mais c'est vrai que ça fait évoluer les recettes. Par exemple, les jambons cuits, jambon de Paris, ils ont beaucoup diminué le sel, diminué les nitrites. Et finalement, il y en a beaucoup maintenant qui sont en Nutri-Score B, alors qu'ils étaient en D qu'il y a au tout début, quoi. Donc, voilà. Donc, effectivement, c'est à la fois une opportunité, mais aussi un risque, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Mais il faut bien l'anticiper, en fait. Et surtout, pas laisser Yuka faire la norme, ce qui risque bien de se passer, finalement. Bon, je crois qu'on arrive au bout là, du temps qu'on avait prévu. Donc, il me reste à remercier tous les intervenants pour leur présentation. Remercier aussi tous les participants pour les questions nombreuses. Alors, il en reste quelques-unes, donc on va essayer d'y répondre. Les présentateurs, si vous pouvez regarder un petit peu celles qui vous concernent. Et je vais peut-être donner la parole à Jean-François pour conclure. Eh ben, merci à tout le monde. Merci à tous les intervenants pour leur exposé très clair, très pédagogique. Merci à Jean-Louis pour la conclusion, qui a bien résumé tout ça. Et un grand merci à Jean-Yves pour avoir organisé ce séminaire. Donc, vous avez compris, il y aura une suite le 23 septembre de 10h à 12h30 sur l'affichage environnemental des produits animaux. Donc, venez nombreux nous rejoindre. Je voudrais aussi remercier Patrick et puis Daniel pour avoir relayé les questions et Valérie pour les nombreux tweets. Merci à tout le monde. Donc, sur Twitter, vous reverrez
les principales conclusions de ce séminaire. Donc, au nom de l'Association française de zootechnie, je remercie tout le monde. Et puis, au revoir. Et puis, donc, au jeudi 23 septembre à 10 h, venez nombreux. Merci beaucoup. Et vous pourrez retrouver les présentations, je pense, d'ici quelques jours ou quelques semaines sur la web de l'AFZ. Donc, on n'est pas Netflix, mais on fait quand même des séries maintenant. Sur la chaîne YouTube de l'AFZ, tout à fait. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.